Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fast Travel où je vais vous présenter un manga en particulier que j'ai apprécié la lecture, ou du moins que j'ai lu très récemment et qui m'a assez marqué. Et c'est Dan Dan Dan. Il m'a plus marqué finalement sur sa surface que dans sa profondeur, mais c'est pas très important. Et je vous ai déjà dit, c'est Dan Dan Dan. Donc Dan Dan Dan, c'est un manga qui est sorti en 2021, qui a été écrit notamment par Yukinobu Tatsu, et qui fait partie de la série des Shonen Jump, plus, bon, ça on s'en fout un peu, et je vais vous expliquer un peu l'histoire, et je vais passer en mode un petit peu lecture. Donc, qu'est-ce que c'est que Dan 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 Dan. Putain, j'ai vraiment enculé, putain, merde, je peux pas rester sérieux 2 minutes. Putain, ça commence, je peux pas rester sérieux là, bordel de... Donc, Dan Dan Dan. Ça raconte l'histoire d'un lycéen du nom inconnu, au début de l'intrigue en tout cas, et que je vais appeler le geek, parce que c'est la caricature du geek loser pathétique de n'importe quel slice of life aléatoire que vous pouvez sortir dans votre tête, qui pendant une de ses séances de bullying hebdomadaires se fait aider par une certaine Ayase. Les deux personnages se mettent à sympathiser, on apprend que le geek est un adepte des théories du complot, ce qui ajoute encore de la qualité à ce personnage qui a déjà de nombreuses qualités, et il est notamment fan des extraterrestres, tandis qu'Ayase, elle, est aussi une complotiste, mais elle croit à l'existence des fantômes. Bon, bah, les deux originaux vont bien évidemment se lancer le défi d'aller dans un immeuble désinfecté qui aurait été envahi ou je sais pas quoi par des extraterrestres, et pendant ce temps, ça c'est Ayase qui va dans l'immeuble désinfecté, et le geek, lui, va aller dans une sorte de tunnel maudit où se trouverait un esprit vengeur. Bon, ce qui se passe, c'est que les deux tourtereaux, ils avaient un peu raison. Donc, il se trouve que, en fait, Ayase se fait capturer par des extraterrestres afin qu'elle devienne le sujet d'une étude d'exploration anatomique de l'espèce humaine. Et pendant ce temps, le geek, lui, se fait posséder par un fantôme. Mais juste avant que les expériences scientifiques aient lieu, on va dire que le fantôme est arrivé, il commence à éclater la gueule aux aliens. Et pendant ce temps, Ayase se découvre des pouvoirs psychiques, et les protagonistes réussissent à s'échapper parce qu'en fait, ces pouvoirs psychiques permettent d'une certaine manière de limiter la possession du geek. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a quelque chose en plus qui arrive, c'est qu'après avoir retrouvé son corps, enfin de façon relativement temporaire, on se rend compte que le geek a perdu ses parties génitales. Bon, c'est pas comme s'il en avait besoin, mais en gros, le fait d'avoir perdu ses parties génitales devient en gros le MacGuffin de l'histoire jusqu'à la fin du manga. Et pendant ce temps, il apprend à maîtriser son fantôme et à vouloir l'exorciser. Et le but du manga, la question qu'on peut se poser pendant le manga, c'est est-ce qu'ils vont réussir à se débarrasser du fantôme qui possède le geek? Vont-ils retrouver ses testicules? Et je n'arrive pas à croire que je viens de dire cette phrase. Et son pénis, qui est le MacGuffin. Et comment vivre dans un monde qui est rempli d'aliens, de fantômes et d'autres trucs, des mechas, j'en sais rien, plein de conneries. Donc, c'est ça l'histoire de Dan Dan Dan. Donc, a priori, comme je vous l'ai raconté de façon analytique, c'est relativement un peu foutraque, c'est un peu n'importe quoi, c'est un peu... c'est ça qui fait la particularité du manga, on va dire ça comme ça, c'est que c'est une proposition quand même relativement originale. Déjà, on a des théories du complot qui se réalisent, ce qui fait que c'est marrant. Donc, généralement, quand on crée un univers, quand vous allez dans un manga, l'univers repose sur un seul concept bien défini. Là, le concept, c'est, j'allais dire, un peu n'importe quoi. C'est un peu vrai. C'est-à-dire, le concept, c'est de mettre des aliens et des fantômes. Donc, des aliens et des fantômes, et toutes les théories du complot, des trucs, des machins, des bidules. Donc, on est vraiment dans un univers extrêmement coloré qui, en termes de ludonarrativité, c'est quand même difficile à faire tenir debout, mais c'est plus ou moins original. Ce qu'on observe surtout, c'est que il y a une forme de sexualité totalement dépravée. Les blagues de cul, il y en a à foison. Il y a beaucoup d'humour. Mais du moins, les gens sont mis en scène avec beaucoup de sexualité, tout le temps à poil, tout le temps dans des positions étranges, qu'on pourrait le dire. Il y a l'univers des fantômes et des yokai qui est bien représenté. Il y a des visuels qui sont psychédéliques, c'est-à-dire je vais vous montrer des images, mais il faut bien voir que c'est très bien dessiné en termes de mouvement, en termes d'animation.
c'est quand même du haut level, hein. Les dialogues sont plutôt crus aussi dans le manga. C'est une qualité que je relevais aussi, c'est que le manga ose à peu près tout dire. Et je trouve que les relations sociales sont moins bon enfant que d'habitude, ce qui fait qu'il y a quand même une certaine forme d'épice dans les relations humaines qu'il y a dans le manga. Il faut bien comprendre que on a du mal à catégoriser ce manga quand on l'observe à première vue, mais il faut bien partir du principe que finalement il n'est pas si original que ça, en fait. Enfin, si, il est quand même plutôt original il est très original dans sa forme, mais dans le fond, c'est quelque chose qui est relativement habituel. On pourrait le comparer à une certaine forme de slice of life avec quelques éléments du Neketsu. D'accord ? Parce que faut bien comprendre un truc, que si vous voulez lire ce manga, c'est que ce manga, il y a beaucoup d'histoires de relations humaines et d'amour, donc c'est vraiment du shoujo. Donc si vous êtes un fan de Tadara, vous êtes un fan... Enfin, moi, mes références, c'est School Days, donc voilà, fermez-la. En termes de slice of life. Hein? Ah, j'y comprends plus rien, moi. Il ne sait pas, tu ne sais pas non plus, personne ne sait rien. Pourquoi tu me dis ça à moi? Je sais, tu veux le beurre, l'argent, mais surtout les fesses des deux laitières. Pas du tout, qu'est-ce que tu racontes? Alors explique-moi pourquoi Kotonoha dit qu'elle sort toujours avec toi et pourquoi elle me calcule plus du tout. Je te jure que j'y suis pour rien, c'est sûrement un malentendu. Donc si vous êtes fan de tous les slice of life, où vous avez des personnages qui sont amoureux, qui se regardent en coin, etc., effectivement, c'est un manga qui est fait pour vous. Si vous n'êtes pas fan de ce genre de truc et vous voyez les visuels psychédéliques et vous vous dites c'est un nouveau Chainsaw Man, vous n'êtes pas tombé dans la bonne catégorie. Mais en gros, si vous êtes un fan de Neketsu traditionnel, vous aimez Naruto, vous aimez One Piece et vous aimez les slice of life, le manga, je pense qu'il va beaucoup vous plaire. Et en plus, il a l'avantage de ne jamais nous ennuyer. Il se passe toujours quelque chose. Il y a toujours d'intéressant, il y a toujours quelque chose de visuel qui se passe, ce qui fait que même si t'apprécies pas l'histoire, tu restes quand même parce que c'est toujours passionnant à lire. Et je vais un peu développer ce caractère slice of life, c'est-à-dire moi au début, on retrouve tous les stéréotypes du genre, le geek, la meuf qui est amoureuse, on a la meuf qui déteste le héros, mais après une aventure exceptionnelle tombe amoureux du héros, bon, on a des personnages secondaires qui arrivent à foison, chacune avec leurs origin story, et on va voir que la structure est toujours la même. C'est-à-dire, comme je vous ai dit, le MacGuffin, c'est de toujours retrouver les testicules ou les couilles du geek. Hein. Putain, j'oublie toujours son nom, c'est Takeru ou un truc comme ça. C'est toujours trouver ses testicules, et donc... et du coup, ça crée toujours un peu le même schéma. Il rencontre un nouveau personnage, ce personnage est problématique, tatati, tatata, ils résoudent le problème du personnage, ils découvrent un nouvel allié, etc. Et en même temps, ils vivent leur vie de lycéen avec leur dilemme amoureux, à 3 francs, j'ai envie de te dire. J'avoue que je suis un peu sec, je le reconnais, sur le caractère slice of life, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un qui est contre le slice of life, j'aime beaucoup ça. Mais je trouve que, à la base, je m'attendais à quelque chose de plus. Parce que quand j'ai vu, notamment, la forte tenance en sexualité de cette œuvre, je me suis dit directement que la sexualité allait être abordée comme un sujet en soi, qui allait être incorporé dans les relations humaines. Mais en fait, finalement, dans le caractère des personnages, dans l'écriture des personnages et dans leur psychologie, on est vraiment dans un slice of life tout à fait habituel. On n'a pas du tout cette dimension sexuelle. Du moins, on est toujours dans cette dimension petit regard rouge, alors que visuellement, on a cette décomplexitude sexuelle, c'est-à-dire des gens à poil, dans des trucs, des machins, mais finalement, dans le propos, dans le caractère des personnages, dans leur évolution relationnelle, il n'y a jamais cette question de la sexualité qui est abordée sérieusement, qui est abordée comme un aspect de leur psychologie propre. Et ça, c'est relativement décevant, parce qu'au début, je trouvais qu'il y avait une certaine forme de cruauté. Je trouvais que dans le lycée, quand il parlait mal du personnage principal, au début de l'intrigue, dans les premiers tomes, je pensais que ça allait plutôt loin, et je pensais que ça allait plutôt bien dans le truc, quoi. Genre, les relations étaient vraiment... Ils étaient secs, hein. Ils sont sans pitié, hein, avec le geek. Mais c'est pas grave. Et je trouvais que c'était plutôt intéressant, et je me suis dit que les relations qui allaient évoluer allaient prendre cette tournure de cru aussi bien psychologique que comportemental. Mais en fait, pas du tout. On est vraiment dans quelque chose de relativement classique. Et du coup, toutes les scènes de sexualité, notamment visuelles, qui à la base faisaient écho, selon moi, certainement une thématique de l'œuvre, mais finalement ne font référence à absolument rien.
en fait. Et ça, c'est terrible, parce que ça devient juste beauf au final. Et ça, c'est un peu dommage. Quelque chose aussi, c'est que, du coup, je vais comparer avec une œuvre, par exemple, de cette absence, cette immaturité. Vous prenez une œuvre qui, selon moi, aborde la question sexuelle d'une façon beaucoup plus mature. Je vais prendre Gantz. Par exemple, dans Gantz, vous prenez les tomes, hein, les chapitres, c'est les unes des magazines, c'est des unes de magazines de cul, quoi. Quand vous regardez les chapitres de Gantz, vous avez de la sexualité partout, les personnages pensent au cul en permanence, enfin, en permanence, faut déconner, Gantz, ça va encore. Mais faut bien comprendre que ça fait partie de la vie normale d'un être humain, et ça fait partie d'une relation normale entre êtres humains. Et donc c'est normal d'avoir envie de cul, de parler de nichon, poitrine, etc., d'avoir envie de parler de relations relationnelles, et aussi de relations sexuelles. Par exemple, dans Gantz, vous avez une scène, très clairement, où vous voyez un moment de couple, où vous avez le héros principal, dont j'ai oublié le prénom, encore une fois, qui se prend une petite fellation par sa copine. Mais tu te dis, mais c'est normal en fait. Tu te dis pas, ah, c'est une scène de cul potache. Tu te dis, ah, mais en fait, dans une relation de couple normale, c'est normal de faire une fellation à son copain. Tu vois. Enfin, si elle veut ça. Donc, la sexualité, quand elle est abordée comme un thème en soi, par exemple, vous prenez même Chainsaw Man, il y a du cul, de la sexualité, c'est un peu, j'allais dire bas du front, pas vraiment, c'est un peu direct, mais au moins c'est sincère. Quand Chainsaw Man dit qu'il veut toucher des nichons, quand Denji dit qu'il veut toucher des nichons, il veut faire truc, il veut faire machin, bah, tu le crois en fait. C'est un peu déjanté, mais en vrai tu le crois quand même. C'est un peu con, un peu déjanté, mais tu le crois quand même. Il est sincère dans sa démarche. Là, il y a vraiment cette insincérité typique du slice of life, où d'un côté on te montre des trucs très crus, et de l'autre côté on te montre une certaine virginité intellectuelle. Et du coup, ce décalage-là, il se fait ressentir de plus en plus, ce qui fait que la sexualité est quelque chose qui est ok. Voilà. Donc on va parler de l'aspect le plus passionnant, pas forcément. Il y a peut-être des gens qui vont adorer le côté slice of life. Le côté shonen. Le côté shonen de Dan Dadan est incroyable. C'est-à-dire, vous avez des monstres. En fait, c'est des combats un peu de monstres, en fait. Et ces combats de monstres, les monstres qui sont designés, les fantômes et les aliens, leur design est incroyable. Il est effrayant, il est dérangeant. Visuellement, ça explose aux yeux, le truc qui t'impressionne, quoi. C'est-à-dire, limite, je peux comparer ça à un niveau berserk, quoi. Enfin, un niveau en termes de monstres, je pense qu'il y a un niveau quand même berserk. C'est-à-dire, vraiment, visuellement, ça fait vraiment de l'effet ce qu'on regarde. L'action bouge tout le temps, c'est pour ça que les blagues de cul qui sont potaches ne font pas tâche, c'est-à-dire, on n'a pas ce côté fairy tale où on est en train de se claquer le visage, où on se dit, oh putain, encore du cul. Dans Dan Dadan, je trouve que, enfin dans le manga du moins, on sait pas comme ça sera dans l'anime, dans le manga, je trouve que les scènes sont tellement bien mises en place, l'action est tellement bien mise en place que lorsqu'on montre des scènes de cul, ça va rester anecdotique, tu vas jamais te dire, ouais bon, il y a une scène, tu vas jamais te dire, ah c'est du fan service. T'as toujours l'impression que ça passe en fait. Tu dis, ouais, une scène de cul, quoi. Une scène de cul. Pas une scène de cul, mais genre une scène un peu sexuée. Et tu dis, ça passe, quoi. Il y a aussi, j'ai pas trop parlé, mais le côté slice of life aussi laisse une grande partie à l'humour. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'humour dans Dan Dadan. Un humour plutôt déjanté. Ça fonctionne plutôt bien. Moi, je suis pas un très bon jugeur d'humour, on va dire ça comme ça, parce que ça m'a jamais particulièrement touché l'humour dans les mangas. Mais là, ça passait, je trouvais que ça passait. Je trouvais que ça passait plutôt bien, même si c'est toujours un peu les blagues de cul. Et du coup, dans ce côté shonen, neketsu, gros monstres qui se battent, on voit très clairement l'inspiration de Chainsaw Man. J'ai l'impression même que, c'est-à-dire c'est l'histoire d'un mec qui trouve une créature magique qui rentre à l'intérieur de lui, qui lui donne des pouvoirs, et dans des pouvoirs déjantés des pouvoirs qui fonctionnent notamment avec la force des émotions, et le mec est sincère quand il utilise son pouvoir, hein. C'est comme Denji qui dit qu'il a une volonté, et il se transforme en Chainsaw Man pour accomplir cette volonté, qui est souvent une volonté sexuelle ou une volonté à la con, tandis que bah là c'est à peu près pareil, quoi. C'est-à-dire je veux protéger truc, machin et bidule. Mais du coup on a toujours cette impression d'être en train de regarder une certaine forme de Chainsaw Man un peu stérilisé, j'ai envie de te dire, parce que y a pas cette cruauté qu'il y a dans Chainsaw Man. Mais voilà. Et du coup,
Et ça, bah, c'est normal, hein, parce que l'auteur, Yukinobu Tatsu, j'ai regardé un peu une interview de lui, un peu lui, qu'est-ce qu'il a fait. Bah, c'était en fait l'assistant sur Fire and Punch de Fujimoto. Donc le mec a très clairement été un peu inspiré par le type, j'ai l'impression. Hein. Faut pas déconner, il a été aussi l'assistant de Yuji Kaku sur Hell Paradise. Et donc voilà. Hein. Et j'ai vu des interviews, et c'est marrant parce que le mec, il est devenu mangaka parce qu'il n'a pas réussi à rentrer dans une entreprise, il travaillait dans une supérette et le mec dessinait sur les tickets de caisse. Donc ça, c'est une petite anecdote marrant à noter. Bon, en conclusion, qu'est-ce que j'ai à dire ? Finalement, pas grand-chose. Hein. C'est un neketsu shonen qui slice of life. C'est un slice of life avec un peu de neketsu shonen. C'est quelque chose de relativement habituel, ne soyez pas étonnés. Enfin, à premier abord, on a l'impression que c'est quelque chose de complètement fou qui va être totalement original. Dans la forme, c'est un peu le cas. Dans le fond, finalement, on est dans quelque chose de relativement habituel, avec une narration relativement banale dans le côté slice of life. C'est une lecture que j'ai appréciée. Je recommande aux gens qui apprécient ce genre d'intrigue de lire le manga. Si vous n'êtes pas gêné par les scènes de cul, ça passe aussi. Du coup, Dan Da Dan, c'est une œuvre qui est plutôt pas mal. J'avoue que, voilà, quoi. Je reste un peu sur ma faim. J'ai trouvé ça plutôt pas mal en vrai. Ça passait, j'ai quand même lu plusieurs chapitres. Et j'ai quand même mis du temps à me rendre compte que finalement, c'était pas si original que ça au début. Je me suis dit, ah tiens, on va aborder les choses d'une façon plus originale, mais c'est pas au niveau de Jagan. C'est pas au niveau de Jagan, c'est une œuvre où notamment t'as un mec aussi qui se fait transformer parce qu'ils prennent des gros nouilles magiques et donc toujours l'expression de leur pulsion, etc., etc. Et le mec devient un héros. Et tu vois, genre là, t'as vraiment des trucs très crus, un propos très direct. Gantz, t'as un propos très direct. Je suis plus vraiment habitué à ce genre de narration. Et du coup, bon, bah voilà. Du coup, je vous remercie d'avoir écouté ou regardé ma vidéo. Dan Dan Dan, si ça vous plaît, si vous aimez bien Jujutsu Kaisen et vous aimez bien les Slice of Life en général, et Tadara, trucs comme ça, je vous conseille. Si vous n'êtes pas du style à aimer les shonen, vous n'êtes pas du style à aimer un peu les shoujo et les Slice of Life, je vous déconseille un peu. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une très bonne journée. Abonnez-vous et likez.